je vais me permettre de faire la présentation qui a été préparée par Madame Fatima Boukhris, parce que ce n'est pas évident de présenter une personnalité telle que Mikaël Perron. Donc, le professeur et ancien enseignant-chercheur à la faculté des lettres des sciences humaines à Rabat entre 73 et 88. C'est un grand spécialiste du monde amazigh au Maroc. Il est connu, outre ses qualités humaines, par de nombreux travaux qui portent notamment sur la littérature orale, la culture et l'histoire contemporaine du Moyen et Haut Atlas tout particulièrement, émanant d'une grande passion qui caractérise son approche de cette partie du Maroc et que l'on ressent jusque dans les plus infimes détails de ses écrits et dans les vibrations de sa voix. Mikaël Perron est né en 1935, d'un père français et d'une mère anglo-écossaise au Royaume-Uni. C'est dans son pays de naissance qu'il fait sa formation initiale, études primaires et secondaires. Sa formation universitaire a été poursuivie en France. Parfait bilingue, il a obtenu sa maîtrise d'anglais à l'université de Bordeaux en 1971, une agrégation en 1972 dans la même université. Puis des études de langue et civilisation qu'il a parachutées dans les mêmes établissements par un doctorat en géographie humaine et rurale en 1975. Ses liens avec le monde amazigh remontent à la préparation de sa thèse de doctorat qui portait sur Tunfit et le pays des Zayt Yahya du Haut Atlas, une des grandes zones amazigophones marocaines. Sa formation à la fois littéraire et en géographie humaine explique en partie la diversité de ses centres d'intérêt et de son type d'approche du monde amazigh. C'est au Maroc qu'il a commencé sa carrière dans le supérieur à la faculté de lettres et des sciences humaines à l'université Mohamed V de Rabat, où il a enseigné au département de langue et littérature anglaise de 73 à 88. Elle rejoint l'université de Grenoble de 89 à 97 pour continuer dans la même voie. Puis de nouveau au Maroc, il est professeur invité dans l'école supérieure du roi Fahd de Tanger pour y enseigner l'interprétariat en 92 à 2001 à l'université Al-Akhawayn Ifran, où il a animé des cours d'histoire et de culture amazigh de 99 à 2009. Il s'est chargé de la même formation à Amédiste, organisation à but non lucratif. Mikaël Perron retourne à la faculté de lettres de Rabat de 2010 à 2013 pour participer à l'encadrement pédagogique des étudiants du master langue et culture amazigh en dispensant le cours de littérature orale amazigh. Mikaël Perron est également chercheur associé à l'IREMAM Aix-en-Provence depuis 1998 et bien devant cette date, il a été un contributeur régulier de l'encyclopédie berbère. Ses articles figurent en bonne place dans plusieurs revues académiques. Les travaux de Mikaël Perron couvrent un large domaine dont le plus dominant est celui de la littérature et tradition orale, essentiellement la poésie amazigh du Moyen Atlas et les résistances armées des Amazirs au Maroc central, en passant par l'alpinisme, le tourisme, l'écotourisme. Son intérêt pour cette région du Maroc englobe les différentes facettes de la culture des Marocains amazigophones, d'expression amazigh, littérature, rituel, culture, histoire locale, développement économique. Voilà, étant des créations esthétiques et le mémoire d'un style de vie et d'existence de paysans amazigophones à un moment donné de leur histoire qui reflète leur état d'âme, leur joie et leur souffrance, ainsi que les combats qu'ils ont menés durement pour assurer leur sécurité et leur liberté. Ces productions poétiques renferment des renseignements historiques précieux sur les différentes étapes de la résistance amazigh
et bien sûr sont ainsi déterrés et restitués dans des pans entiers de l'histoire du Maroc qui sont méconnus et négligés par les historiographies académiques officielles. J'espère que je n'ai pas écorché la présentation, Michael, tu m'en excuses. C'était prévu que Youssef la fasse. Donc, je vous cède la parole. Et le débat est ouvert. Allez-y, Michael. Ça me fait plaisir d'entendre ça, ce que Fatima Boukhris a écrit, et puis Youssef Aïtlam Kadem aussi, certainement. Sont tous les deux des vieux amis, on se connaît depuis longtemps. Ce que je voudrais dire, c'est simplement que je me sens très honoré ce soir de pouvoir débattre avec des amis et puis de nouveaux amis du Maghreb, du Maroc. Et si vous avez des questions à me poser sur ma façon d'aborder la culture amazigh et notamment la poésie, je suis prêt à en parler avec vous, mais comme vous êtes nombreux, et à Del Rechi, il y a du monde, je voudrais que chacun puisse me dire quelques mots et que je puisse consacrer quelques instants à lui répondre. Voilà. Alors on fait comme ça, si vous avez des questions à poser, allez-y. Je vais jeter la pierre à la mare, comme ils disent. Faire des vaguelettes. Je vais me permettre de proposer la première question. Pourquoi le choix de Tunfit? Parce que c'est ma région et je suis curieux de savoir pourquoi vous avez choisi pour vos recherches la région de Tunfit. Peut-être moi la deuxième question. Peut-être moi la deuxième question. Allez-y. Alors pour les questions, vous les notez dans le chat, comme ça je les note. Voilà. Ça c'est. Alors je vais répondre d'abord à cette question parce que là c'est une affaire de cœur, vous voyez. Tunfit, je suis tombé amoureux, c'est le cas de le dire, de cette région quand j'y suis allé pour la première fois en 67-68. Vraiment, cet endroit m'a plu parce que on y trouve la parfaite harmonie entre la haute montagne, la forêt de cèdres, des villes, des jolis petits villages avec des cultures irriguées et des gens qui sont, alors que ça a été parmi les derniers à s'opposer aux Français en 31, 32, 33, ils connaissent bien Tinobga, quoi, comment on appelle ça, l'hospitalité, voilà. C'est leur sens d'hospitalité, leur gentillesse qui m'a plu. Et alors, j'ai commencé à étudier leur langue et leur poésie. Voilà. Voilà ma réponse pour vous. C'est Abdelrazak. Merci. Alors, la deuxième question, c'est Abdelil. Oui. Bouzrou de Marrakech. Ma deuxième question, c'est, bon, j'ai entendu parler que vous allez parler de la poésie. Oui. Moi, je me demande pourquoi simplifier la culture amazigh dans la poésie. Où est-ce qu'il est le chant, les traditions, l'art culinaire? Oui, vous avez raison. D'ailleurs, je ne me suis pas uniquement consacré à la poésie. Vous savez que j'ai sorti à l'IRCAM l'été dernier un livre qui s'appelle Contes et légendes de la montagne amazigh Maroc. Alors là, vous avez beaucoup de contes et de légendes de toute la chaîne. Ça va des Aït Warrain en passant par les Aït Hadidou, ça va jusque dans le Seksawa. Voilà. Donc, mais il est vrai que pour Tagolan Oussengar, je n'ai pas, et toutes les wins dans le Moyen Atlas, je ne me suis pas suffisamment consacré là-dessus. Je ne me suis pas suffisamment penché là-dessus. Il faudra y venir. Vous avez raison. Alors, c'est Hassan Lamri. Abdelrazak, est-ce que vous m'entendez? Voilà, Youssef. Tu t'es fait. Il aurait fallu finalement que je travaille avec le téléphone, ça aurait été c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. On te voit mieux là. Oui. Je me suis permis de lire la présentation que tu as préparée, toi et Madame Boukhres. Mais je l'ai suivi, hein, et finalement, tu as une voix fluette. Ah oui. C'est mieux de changer. Mais quand changer de métier et d'être speaker à la télévision. Youssef, quand on a des professeurs comme toi de langue, on ne peut être que bon.
De toute façon, tu l'as toujours été, donc tu n'as même pas besoin d'un professeur. Moi, je suis très content finalement de voir un peu tout ce monde et surtout de voir Michael parce qu'il m'a écrit des emails auxquels je n'ai pas répondu, mais je lui expliquerai pourquoi, parce que j'ai eu de très très bonnes raisons. Ah d'accord. Je suis très très content d'avoir émergé et d'avoir échappé à Madame la mort. Ah d'accord. Et Très bien. Mais si j'ai un petit mot à vous dire juste sur Michael, oui. C'est vraiment très court. Moi, ce que je veux dire, c'est que nous, en tant que linguistes, et il y en a beaucoup hein, de linguistes amazighiens, c'est-à-dire qui ont travaillé sur la langue ou sur les variantes amazighes, parce qu'on a eu pas mal. Maintenant, on est en train d'homogénéiser. Bah, écoutez, finalement, parmi ceux qui avaient vraiment percé, on a toujours compté Michael parce que lui, intelligent qu'il est, il a travaillé sur la culture et il a approché la population à travers la culture. Nous, on a travaillé sur la langue un peu comme des mécaniciens et finalement, ça n'intéresse que les spécialistes. Hein. Un livre ou des livres, des productions, par exemple, comme celle de M. Boukous, qui est finalement pour nous, je veux dire en marocain, hein, pas en français, il y a eu des Français comme Galland, comme Le Guil, comme j'en passe, qui avaient travaillé sur le web. Mais quand on prend les publications de ces gens-là, c'est-à-dire leurs ouvrages, et lorsqu'on compare le nombre de ventes qui se font pour les gens qui travaillent uniquement sur la linguistique, par exemple, sur la langue en tant que corps, en tant que système, et puis Mike qui a travaillé sur la culture, qui a touché la fibre culturelle des gens, de ceux de la montagne avec lesquels il a beaucoup vécu, ben on trouve que finalement, il avait raison. Il aurait fallu que tout le monde, finalement, fasse un peu l'ambassadeur de la culture et non pas uniquement de la langue. Ceci dit, bon, les uns et les autres se complètent. Mais j'ai toujours tiré un chapeau à Michael parce qu'il s'est toujours attaqué, si vous voulez, à la culture, mais à travers un humanisme inégalé. Et de ce fait-là, moi, je lui ai toujours tiré chapeau et je lui ai toujours rendu hommage à ce niveau-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, merci, Youssef. À vous la parole, les amis, pour ceux qui veulent poser des questions. Monsieur Chenouf, à vous la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Je voulais tout d'abord remercier Abdelzak pour tout ce qu'il fait. Ça nous sort un petit peu du confinement. Ça permet d'échanger avec des gens intelligents. Et je voulais juste le travail que fait Michael, je ne le connais pas dans sa totalité, mais je le trouve formidable. Mais je voulais néanmoins poser une question très simple. Très simple. Je lis assez souvent les travaux des gens comme ce que font des gens comme Michael sur Amazigh, sur la culture berbère, mais il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on n'est pas dans un cliché touristique finalement? Est-ce qu'on n'oublie pas finalement la réalité qui est cruelle de la domination? Que la culture berbère est magnifique, évidemment, la culture amazigh est magnifique, évidemment, mais est-ce qu'on ne va pas tomber dans le cliché de la magnificence de cette culture berbère qui est belle, etc., ce qui fait une carte postale, je dirais, touristique, et qu'en réalité, il y a très peu de travaux sur la domination sociale, économique, monstrueuse, qui a fait que les peuples berbères sont des peuples qui ont été écrasés, dominés, massacrés pendant des siècles. Est-ce qu'il y a un jour où on va prendre conscience, une fois pour toutes, qu'il y a eu une domination arabe, arabo-musulmane, sur les peuples berbères, qui ont été écrasés pendant des siècles? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que peut-être que ce n'est pas
je dirais, de nos jours, bien vu de reconnaître cette réalité. Ma question est la suivante. Est-ce que on ne peut pas regarder la culture amazigh à travers la domination économique, culturelle qui a été la nôtre, qui a été notre histoire, l'histoire du Maroc, du Maghreb, du moins du Maroc. Et ça, c'est une question que je ne voudrais pas qu'elle soit mise au second rang par rapport à la carte postale où on va mettre la culture amazigh comme quelque chose d'exotique qui plaît aux Occidentaux, etc. Ça, je ne suis pas d'accord avec cette vision occidentale. Voilà, c'est la question que je pose au professeur Michael. Je suis sûr qu'il a un point de vue là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas en train de négliger la domination économique, la domination monstrueuse, historique, qui a prévalu durant des siècles et des siècles, et qui fait qu'on a des peuples qui sont écrasés par cette culture arabo-musulmane, dont je suis fier par ailleurs. Hein? Moi, mon père est arabe, ma mère est berbère, je suis fier d'appartenir aux deux cultures, je suis fier de la culture arabe, évidemment, mais est-ce que ce n'est pas un problème de, je dirais, d'avouer en quelque sorte la réalité marocaine? Voilà la question que je voulais poser au professeur Michael. Merci. Pardon d'avoir été trop long, mes amis. Merci, Sejnov. À vous la parole, Très bien. Michael. Je vous remercie. Alors, pour tout de suite, je vous dis que ma démarche ne privilégie pas du tout les clichés touristiques auxquels on associe le berbère. L'amazigh, c'est le berbère. Alors, il y a berbère, il y a touareg, tout ça. On bâtit tout un tas d'affabulations autour de ça, et c'est pour la consommation des touristes. Non, je suis tout à fait dans ma démarche contre cela. Maintenant, j'ai écrit un bouquin qui est sorti à Londres à la fin octobre, qui s'appelle Berbers of Morocco, A History of Resistance. Et je montre dans cet ouvrage qu'en fait, il y a eu une résistance à l'arabisation que vous évoquez, qui n'a jamais cessé depuis le 8e siècle jusqu'à maintenant. Elle était armée, elle a souvent été armée, et puis depuis quelque temps, elle ne l'est plus, c'est un peu la Muqawama, l'Oraouia, vous voyez, il y a plutôt la résistance linguistique, parce que je fais remarquer que malgré tous ces assauts, le fait qu'on l'accuse d'avoir été laminé par la langue arabe, le Fosha surtout, ce n'est pas vrai. Il y a eu une sorte de mélange entre Fosha et Amazigh qui a donné d'une part Derija, et puis d'autre part la langue amazigh elle-même, elle évolue, elle se plie, elle s'adapte et elle survit. C'est surtout ça. Moi, c'est ce que je veux mettre en avant, c'est la survivance de la langue berbère, même si, bon, elle est farcie d'emprunts. Et la langue anglaise, vous ne croyez pas qu'elle est farcie d'emprunts non plus? C'est pareil, vous savez un peu. Voilà, je m'excuse, c'est un programme très très vaste que vous avez eu raison d'évoquer, mais j'ai essayé dans quelques mots d'y répondre. Voilà. Très bien, monsieur Fassifieri, il a peut-être des choses à ajouter dans ce sens. À vous la parole, oui, Youssef. Oui, s'il vous plaît, je me branche. Vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui. Si Chenouf, la problématique que vous avez posée est très importante. Oui, il y a eu colonisation. Il faut le dire clairement. Historiquement, il y a eu colonisation arabe. Mais ce qu'il y a aussi d'extraordinaire, c'est la résistance que la langue amazigh. Alors, je vous fais remarquer que deux langues qui ont été extrêmement puissantes dans l'histoire, au niveau civilisationnel, qui sont le grec et qui sont le latin, ont disparu. L'amazigh continue à être pratiqué en tant que langue maternelle de plusieurs dizaines de millions de
d'individus, de personnes. Et ça va aussi bien, il n'y a pas que le Maghreb, ça va jusqu'en Égypte, en Libye, dans le Sahel. Il y a une résistance et cette résistance est très importante parce que je crois qu'il faut distinguer deux instances. La première, il y a la langue maternelle qui est une langue symbolique. C'est avec cette langue que l'enfant apprend à désigner les choses. Et il y a la langue imaginaire. Et c'est vrai que l'arabe a une capacité imaginaire très importante. On le voit, on avait organisé avec Michael il y a quelques mois, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais à la Dar Taliba de Haïtikou, dans le pays Zmour, Michael avait fait une conférence sur la poésie berbère, mais en berbère. Et il fallait voir donc les jeunes filles qui avaient toutes le berbère comme langue maternelle, mais qui avaient maîtrisé parfaitement aussi l'arabe classique comme langue d'enseignement. Elles étaient étonnées de voir un gaouri, est-ce que c'est le terme qu'ils utilisent, leur faire une conférence sur la poésie berbère en berbère. Et je crois que ça, c'est important parce que c'est là où on se réapproprie la langue maternelle comme étant une langue aussi de poésie, de culture, d'enseignement et plus tard, j'espère, d'enseignement au niveau de tout le territoire marocain. Voilà. Ok, merci. Vous voulez ajouter à Sichnouf chez Haja? Allez-y. Juste, si vous permettez, 30 secondes. Je suis entièrement d'accord avec la réponse de Michael et celle de Ferry, parfaitement. Je voulais juste ajouter qu'on ne peut pas non plus, je dirais, faire abstraction de la domination sociologique dans les pays du Maghreb, c'est-à-dire que les langues ont un statut. Parler berbère, parler arabe, dialecte, parler arabe classique, ce sont pas seulement des manières de s'exprimer linguistiquement, mais c'est aussi une domination économique, idéologique. Et je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit le professeur Michael, avec ce qu'avait dit aussi Ferry, mais je voulais ajouter que la langue véhicule aussi une relation de domination sociologique. Et ça, on ne peut pas le nier. Tant que la domination économique reste aux mains, je dirais, d'une caste qui maîtrise, entre guillemets, la langue arabe classique que personne ne comprend. Personne ne comprend. Ma mère, quand elle entend le journal officiel, ne comprend rien. Pourtant, elle est arabisante. Donc, il y a quand même la langue et la traduction d'une domination économique et idéologique. Voilà ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer la langue de la domination économique. Voilà, et j'arrête là. Pardon. Excusez-moi. Merci, merci. Alors, merci Sichnouf. Sertouche, puis c'est Aït el-Mqaddam, puis c'est Marzouki. Sertouche. Allô, Sertouche. Sertouche, il faut désactiver le micro. Hein. Micro Sertouche. Ça va? C'est bon, allez-y. Ça va. Alors, pour un petit peu enrichir un peu la discussion, là, j'ai fait ma thèse sur la culture orale indienne. Avec M. Michael, c'était mon membre du jury. Maintenant, j'enseigne la terminologie mathématique. Derrière moi, se penchant vers un peu de danse. Et ça me crée parfois, c'est vrai, j'ai laissé un petit peu de recherche de départ. Maintenant, je plonge aussi dans ce qu'on appelle un peu l'objet mathématique. C'est vrai, alors, beaucoup, ça fait longtemps, moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans cette culture, c'est d'abord... Certes, je vais désactiver la vidéo pour avoir plus de fluidité de voix. Allez-y. Là, j'ai désactivé la vidéo. تفضل. Sertouche. Excusez-moi, il y a un problème de communication
ça ne marche pas. Ah, voilà, là, il y a un problème. Il y a un problème de son. Il y a un... Bien, donc on va vous Attendez, répondre. je vais essayer d'arrêter. Je vais arrêter la vidéo. Ah, ça va, je continue? Allez-y, allez-y. Oui, vas-y. Allez-y. Rapidement, s'il vous plaît. Donc voilà, ce que je veux dire, ça fait longtemps un petit peu, je m'intéresse aussi à cette dynamique des groupes. Pourquoi nous sommes si développés? Bon, c'est un sujet. Et bien sûr, la place de la langue est un élément. Bon, pour les linguistes, la place aussi dans le sud, vous pouvez l'expliquer. Vous allez me dire, bon, c'est vrai ce qu'on est à dire. Mais quand même, par rapport à au niveau architecture, on est. Est-ce que là aussi, c'est un petit peu anthropologie? Est-ce que c'est la vie pastorale? Il y a aussi beaucoup de choses qui nous disent on nous a écrasés, Je crois que non. Il y a aussi un facteur endogène. Si nous sommes sous-développés, comme disait Aduk, comme dit, c'est Paul Pascal, si un pays est colonisé, c'est parce qu'il est colonisable. Il faut chercher nos points faibles. Alors là aussi, ce sont des questions ouvertes. Qui sommes-nous? Parce que beaucoup de fois, on dit bien non, arabes, non, oui, romains qui ont fait, ils ont fait ça. Mais je crois, à mon sens, c'est nous-mêmes. D'ailleurs, comme l'a dit Mamré, chacune à partir de Chapouline, il y a Haït. Je crois aussi Haït, c'est-à-dire cette dispersion et tout, était un élément, si vous voulez, un fardeau aussi dans notre histoire. Alors, si vous voulez, derrière moi, j'essaie aussi de m'intéresser sur beaucoup de choses. Bien sûr, quand on dit la poésie, c'est vrai, c'était un tout. Il y a l'économie, il y a les facteurs. C'est un jeu, je vous l'écris, mais je trouve que c'est un petit peu, ça me dépasse. Faire un petit peu de tout, un bricolage. Il y a l'économie, il y a la poésie, il y a ça dans ce sens. Et pour ne pas, voilà, pour ne pas. Merci. La discussion. Alors, pour respecter un peu l'ordre, je donnerai la parole à Hachi Mohamed de Tanger. Mohamed. سي عبد الرزاق السلام عليكم. سلام خي. صافا سيدي لاباس عليكم. سي ميكائيل ميت عنيد. ايوا لاباس غورش. لاباس الله يبارك فيك. هنا الوقت يسمد الحال. واخا عاودني كاين لاباس غوري. الله يجازيك بخير. اسكواسا لاباس غوري. اسكواسا لاباس غوري سيتي. Votre question, s'il vous plaît. Bon, Anna Mandish, bon, c'est pas une question, mais juste, je dirais, ça fait presque une année, j'ai vu la vidéo sur YouTube où je me suis tombé sur Hada, sur Michael. Je ne savais pas, je ne le connaissais pas, il parlait l'amazigh. Je me suis dit, alors, comment ça se fait que un Gaouli ou un Aromi qui il parle l'amazigh presque mieux que les Amazirs. Et maintenant, je comprends bien que ce qu'il a dit, ta première question sur Tunfit, donc, Michael a dit qu'il y était jusqu'au, je crois, les années 68-67. Bon, donc, ça se voit qu'elle a fait un parcours très long pour qu'elle apprenne et qu'elle comprenne la culture amazigh et bien qu'il parle la langue amazigh très couramment et parfaitement. La petite question que je pose à M. Michael, qu'est-ce qu'elle a trouvé ou qu'est-ce qu'elle a eu comme obstacle, quels étaient les problèmes pour qu'elle apprenne, où elle a appris la langue amazigh et qu'est-ce qu'elle voit comme, soi-disant, les avantages ou les inconvénients que les Amazirs peuvent mettre en œuvre pour avancer sur l'aspect global de. Merci. D'accord. Donc, on va regrouper Michael, on regroupe deux autres questions et je te passe la parole. C'est bon? Deux autres questions. Oui. Il faut que je me souvienne de celle-là parce que déjà celle-là, elle a deux parties. Donc, je vous laisse répondre. Allez-y. Oui, je réponds. Alors, des difficultés, j'en ai eu au début parce que je ne savais pas faire la différence entre re et re. Alors, labas rouré ou labas rourch, tout ça. Alors, bon, c'est tout. Mais je dois dire que mes interlocuteurs imazighen, c'était de parfaits pédagogues.
pourquoi est-ce que je ne parle pas d'Arija? C'est parce que quand j'essayais à Rabat de parler d'Arija, on se foutait de ma gueule. Excusez-moi le terme, on se payait de ma tête. Mais jamais je n'ai eu ça en pays amazigh. Au contraire, on m'a encouragé, on a été très patient. Et voilà, ça s'est bien passé comme ça. Alors, la deuxième partie de la question, c'est que doivent faire les Amazirs, je crois, pour perpétuer leur langue, tout ça. Ben, c'est très simple. Il faut que les mamans continuent à parler en Tamazir ou en Tachlit, ou Tarifit avec leurs enfants. Tant qu'il y a la maman à la maison qui parle la langue vernaculaire, les enfants vont le parler. J'ai retrouvé un chauffeur de taxi entre Azrou et Midut qui était d'Azrou. Il m'a dit, j'ai épousé une femme, malheureusement elle est arabe, alors mes enfants ne me parlent pas tamazir. Vous voyez, c'est l'inconvénient. Par contre, Azrou, je suis tombé sur un Mohazni qui m'a dit qu'il était de Souira. Vous savez, Tassourt, sur la côte atlantique. Et j'ai dit, mais comment se fait-il que tu parles amazir? Ben, je suis venu ici, ça fait 5 ou 6 ans que je suis là, j'écoute, je répète ce que les gens disent et maintenant je parle tamazir. Vous voyez? Donc, souvent, c'est une question de bonne volonté, mais je perpétue ce que je dis déjà dit, il faut que la maman parle tamazir pour que ça se répercute sur la génération suivante et ainsi de suite. Amkina, amkina, amkina. Voilà. Ok. Merci, merci Michael. Alors la parole est à M. Marzouki, puis M. Aït El-Mqaddam et M. Gouzrou. C'est Marzouki, professeur Marzouki de Tanger. C'est Abdelrahman. Monsieur Marzouki, est-ce que vous êtes là? Bien, donc, c'est Marzouki. Hein? Peut-être qu'il s'est déconnecté. Bien, donc je cède la parole à Youssef. Allez-y, c'est Oui. Merci Abdelrazak. Oui, c'est vrai que finalement ce débat réveille énormément de choses qui sont vraiment pour le moins contradictoires. C'est une boule inextricable de beaucoup de choses. La question que l'on doit poser à Michael déjà, tout en répondant un tout petit peu à M. Chenouf, parce qu'il a, de manière un peu réactive, dit des choses qui finalement sont à la fois vraies, mais qui trouvent aussi leur explication dans le processus historique des dynasties amazirs et des dynasties marocaines en général. Mais ça n'a pas d'importance, j'y reviendrai. La question que je pose à M. Michael est celle-ci. Est-ce que, mon cher ami, mon cher maître, parce que finalement Michael il a été quelque part notre maître aussi pendant un certain temps, donc on peut l'appeler maître, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a une dépréciation innocente, parce que, bon, elle est inconsciente, peut-être innocente, mais parce qu'elle est aussi inconsciente, une dépréciation de la culture et de la langue amazigh, qui est révélée d'ailleurs par cette magnificence d'un Michael qui parle amazigh, alors que, bon, je veux dire, n'importe qui peut parler n'importe quelle langue. Cette magnificence que nous sommes en train d'édifier autour de Michael, pourquoi ne la ferait-on pas, par exemple, pour un Marocain qui parlerait chinois? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ne l'a-t-on pas faite pour moi-même, qui suis berbère et qui, tout d'un coup, a appris à parler français? On peut prendre un immigré. Moi, j'ai appris le français à l'école, mais on aurait pu prendre aussi un immigré qui a appris à parler français sur le tas et qui, tout d'un coup, on se dit, celui-là, il est extraordinaire, regarde, il parle français alors qu'il est berbère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout simplement parce que cette dépréciation de la langue et de la culture, donc berbère, fait qu'on s'étonne qu'il y ait quelqu'un qui émane d'une culture supérieure, qui est la culture anglaise ou anglophone, la culture française de Michael, parce qu'il joue sur les deux. Eh bien, voilà, celui-là, il est de ces cultures qui sont quand même beaucoup plus importantes que la culture berbère. Il descend de plusieurs crans pour parler l'amazigh. Et donc, lorsqu'on met la vidéo dans le YouTube, ben, finalement, tout le monde s'étonne. On s'étonne, on se dit, mais extraordinaire. Mais attends, il parle le berbère beaucoup mieux que nous. Mais attends, comment ce Gaouri fait que, etc. On a trouvé
exactement la même chose chez des Marocains qui avaient crié au scandale parce qu'on avait pris des termes comme le bghrir et comme je ne sais quoi d'autre qui désigne des plats marocains, des petits plats marocains. On avait mis ces noms-là dans les manuels scolaires pour rapprocher les élèves de leur culture, parce que leurs mamans font les bghrir à la cuisine. Ben, les gens, ils avaient rejeté cette culture qui est la leur, et alors ils avaient crié au scandale, ah non, on ne veut pas avoir de bghrir dans les manuels scolaires. Mais ils se tuent à s'égosiller, à répéter à chaque fois dans leur cuisine, maman, fais-nous les bghrir. Vous voyez ce que je veux dire? On rentre dans une sorte de schizophrénie qui fait que les cultures marocaines, je veux dire de base, hein, parce qu'on en a deux essentiellement au Maroc, on a celle qui est véhiculée par l'arabe dialectal et on a celle qui est véhiculée par l'amazigh. Le reste n'existe pas, ou presque. Absolument. La culture qui est véhiculée par l'arabe classique, cette culture-là, ça n'est pas vraiment le plat quotidien des Marocains, que ce soit dans la rue, chez eux, à la maison, etc. C'est une culture qu'on a voulu maintenir à un certain niveau et elle y est restée d'ailleurs. Et je vais vous dire, l'arabe classique, que ce soit au primaire, au collège et au lycée, on capitalise plus de 3000 heures. On capitalise plus de 3000 heures d'enseignement à travers les matières, à travers l'histoire, géographie, les mathématiques, l'éducation islamique, et j'en passe, la langue elle-même, on capitalise plus de 3000 heures, et finalement, on n'est pas capable de tenir un discours en arabe classique. Pourquoi? Parce que cette culture, finalement, est beaucoup plus imposée, mais elle n'est pas vécue de manière spontanée dans la société. Vous voyez? Alors, maintenant, je réponds un tout petit peu à monsieur, après, je te laisserai réagir. Parce que c'est finalement une question très importante. Je veux répondre tout simplement à monsieur Chenouf qui a réagi tout à l'heure. Il a dit qu'il y a eu une sorte de domination. Cette domination, en fait, elle a été préparée. Elle a été préparée même par les dynasties amazighs. Il n'a qu'à voir un peu les Almohades qui pourtant avaient mené la baguette en Andalousie. Et puis après eux, les Mérinides. Vous voyez, ces gens-là avaient beaucoup plus travaillé avec un instrument qui est celui de l'arabe, tout simplement parce que c'était en quelque sorte le véhicule de l'islam. Mais effectivement, il y a le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est ce qui est en train de se vivre maintenant. Bon, j'arrête hein, pour ne pas monopoliser la parole, mais je voulais quand même souligner un peu tous ces faits. Voilà. OK. À vous, Michael. Alors, pour répondre à cette question, là aussi, il y a deux choses. Je vais essayer de me souvenir de la deuxième. Oui, tu as dit qu'il y a une sorte de dépréciation inconsciente de la langue amazigh. Oui, peut-être. Mais je crois que c'est une question aussi chez beaucoup de Marocains, même du bled amazigh, ils veulent quelque chose de nouveau maintenant. Il y a la soif du nouveau, tu vois. J'étais à Agoudal Naïd Ibrahim il y a 4-5 ans avec une dame de Marrakech qui faisait la caravane du livre, qui voulait un petit peu alphabétiser ces régions. Et elle est allée là-bas, elle a présenté des livres aux jeunes gens des Zirormen et tout ça. Mais il y a 2 ou 3 gars qui sont venus la voir après qui ont dit « Mais madame, vous savez, moi, j'ai pas envie de livres, j'ai envie d'un ordinateur portable. » Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est un petit peu ce que tu dis là. On veut autre chose. Maintenant, pour ce qui est de la dépréciation inconsciente de la langue amazigh, je ne crois pas que ce soit le cas. Ces 20 dernières années, on est venu de très loin. Avant, vers 1970-75, l'amazigh, c'était en sous-marin, quoi. On n'en parlait pas, n'était berbère que les tapis et le folklore. Bon, je crois que depuis, on a quand même défolklorisé tout ce qui est amazigh. Il y a eu plein de livres produits par l'IRCAM. L'IRCAM aussi a été, à tort à mon avis, critiqué, mais elle a fait, je ne sais pas, 40-50 bouquins formidables sur l'amazigh. Et puis même en librairie, maintenant, on trouve des livres sur l'amazigh. Donc, je crois qu'il y a peut-être une dépréciation, mais tout ça, c'est une question de bonne volonté. Il faut que la personne ait envie de s'immerger là-dedans et de faire quelque chose avec. Merci. Très bien, merci. Professeur Boussoud de Marseille,
À vous la parole. Merci, merci Saad Razak. Alors, j'aimerais revenir sur les travaux de Michael parce qu'effectivement, j'étais en train de dire à Abdelrazak en privé que ce sujet est évidemment un sujet inflammable. Oui. Parce que c'est obligatoirement idéologique et politique, donc Voilà. il faut revenir aux travaux de Michael. Et Ahmed, mon ami Ahmed Chennouf a évidemment mis les pieds dans le plat, comme d'habitude, mais à juste titre, hein, on en parlera. Alors, je voudrais être... D'abord, je te remercie, Michael. Je ne sais pas si tu te souviens, on s'est rencontrés à Lyon et j'avais l'autar et on a chanté un petit peu ensemble. Ah, c'est possible, oui, oui. Voilà. Ah oui, Et d'accord. tu te rappelles? Ah il y a longtemps. Avec d'autres étudiants, je crois. Voilà. Oui, vous étiez longtemps. 3 ou 4, je me souviens, oui. Voilà. Du côté d'Écully, par là. C'est ça, exact. D'accord. Alors, moi, j'ai ton livre, d'ailleurs, Issaf Fenrabanin, Oui. et je pense que je voudrais être optimiste, c'est-à-dire que nous vivons, comme tu viens de le dire, les 20 dernières années, et même, je pense que pour ceux qui suivent la chanson et la poésie amazigh, ils sont obligés de constater que c'est tellement vivant, c'est dans une dynamique extraordinaire, dans une production absolument incroyable. Je voulais savoir d'abord, parce que ce que tu as écrit dans le passé, c'est la poésie classique. Donc, tu as fréquenté les villages où tu as recueilli des poésies anciennes et des chansons classiques. C'est ça. Je me demandais si tu continues à t'intéresser à la production plus récente ou est-ce que tu t'es tourné plutôt vers les contes, comme tu disais. Et puis, est-ce qu'il y a finalement... Alors, tu as parlé Youssef a parlé de dépréciation. Oui, bien sûr, il y a quelque chose comme ça, mais je pense que les Maziren sont aujourd'hui dans plutôt une image de soi plutôt positive, puisqu'il y a quand même eu des évolutions. On se souvient que quand on était étudiant, moi j'étais étudiant à Rabat dans les années 70, à la fin des années 70, effectivement, il fallait pas, tu pouvais pas te balader avec Tifinard dans ton cartable, au risque, sinon tu allais en prison. Bon, aujourd'hui, on a fait quand même beaucoup de progrès, donc c'est positif, on est dans une évolution tout à fait positive. Oser Maziren, effectivement, d'écrire la poésie qu'a écrit Michael Perron. Pourquoi c'est pas eux qui l'écrivent? Et je te remercie de nous aider. Donc, tu es en train de contribuer. Tu es tombé amoureux de Tounfit, tant mieux. Et tu as contribué un petit peu à dynamiser notre culture. Donc, est-ce que tu continues à t'intéresser à la production plus récente? Absolument. D'ailleurs, j'ai sorti un article dans Études et documents berbères. Il est paru cette année dans la dernière livraison que j'intitule Zizman Iroden Erzman Isegen, c'est-à-dire depuis le bon vieux temps jusqu'à l'époque actuelle un peu trouble. Et c'est paru dernièrement. Alors justement, j'ai basé ça uniquement sur l'Internet. Je suis allé sur l'Internet, j'ai cherché toute la poésie, la production actuelle et un peu moins actuelle, et je me suis rendu compte qu'il y a, comme tu dis, c'est très dynamique et très varié, et ça continue à produire. Absolument, je suis la question de près. Je connais maintenant Aïcha Maya, des Zayan, une chanteuse formidable, mais j'ai aussi rencontré un grand classique comme Mimon Orho sur le plateau d'Ajdir en 2018, et puis Shrefa Kersit, la grande chanteuse de Tamawait, Hadda Warke, je l'ai rencontrée à 2 reprises aussi, c'est ma
C'est ma chanteuse préférée d'ailleurs, même si maintenant elle a atteint un âge respectable, mais elle continue, c'est très bien. Voilà. Bien. Merci. Monsieur Rabih Sidris, à vous la parole. Merci, Monsieur Abdelrazak. Je travaille dans un champ un peu très proche de la poésie, c'est celui de la phraséologie. La phraséologie, c'est des expressions idiomatiques, les collocations, l'élocution, tout ça. Et parmi les objectifs, disons l'enjeu général de ma problématique, et d'ailleurs pour presque les phraséologues, c'est comment on passe d'une compréhension, on va dire, spontanée de ces expressions par les lecteurs se comprennent très bien puisqu'ils partagent l'ensemble des cours, des conventions sociales et tout ça. Donc, comment on passe de cette compréhension spontanée à une compréhension qui sera disponible pour les autres, pour les étrangers et éventuellement pour les systèmes informatiques, si on va dans la perspective de modélisation du langage. Et je crois que c'est la même chose pour la poésie, c'est-à-dire comment on passe de cette compréhension de la poésie spontanée par des amazirs qui comprennent très bien les chants, les interprètent très, très couramment et facilement. Comment on peut enseigner cette compréhension spontanée? Est-ce que c'est possible déjà? Et comment on peut l'enseigner à l'université et quelles sont, à votre avis, des approches qui nous permettent, bien évidemment, de rendre cette poésie, on va dire, traditionnelle, disponible et compréhensible pour les autres, sans toucher, sans créer le décalage entre une poésie traditionnelle et une poésie, on va dire, moderne. Vous savez, il y a maintenant la poésie moderne, mais si on la donne à quelqu'un, à un locuteur qui n'est pas scolarisé, il ne va pas comprendre. J'espère que vous avez compris ma question. Oui, je vois, mais c'est une question fort complexe. Moi, je vois. D'abord, pour comprendre la poésie amazigh, vous avez des variantes et des sous-variantes. Et les variantes et les sous-variantes, il faut être dans le coup, il faut être du coin pour comprendre parfois les allusions dans la poésie, parce que sinon, vous n'y arrivez pas. Ensuite, il y a aussi le fait que certaines tournures amazigh cèdent le pas à des tournures que je qualifierais de arabo-amazigh. Je ne sais pas, moi, pour dire, pour Bash Adfhimr, Bash Adfhimr, c'est arabo-amazigh, tandis que Hma Adfhimr, ça, c'est amazigh, Hma, voyez. Oh, je ne sais pas, est-ce qu'il faut vraiment enlever? Est-ce qu'il faut enlever Hma et dire Bash, parce que Bash est plus répandu à travers le Maroc? Vous savez, ça, c'est une question de choix. Sinon, dans la région de Tunfit, Midelt, vous avez l'Abas Rourch, vous avez aussi l'Abas Rourq, vous avez l'Abas Zorch, vous avez un Z que l'on met à la place d'un R. Alors là, peut-être qu'il faut simplifier, il faut en quelque sorte standardiser, rester avec l'Abas Rourch, qui est le plus courant dans la région Midelt Tunfit. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais c'est une question de jouer sur des termes qui soient compréhensibles au plus grand nombre, peut-être. Voilà, c'est tout. Je m'excuse, j'ai très mal répondu à votre question. Oui, c'est Abdelrahman, à vous la parole. Oui, merci, parce que tout à l'heure, j'ai été coupé. Je ne sais pas, il y avait une panne. Je m'excuse de ne pas pouvoir assister depuis le départ avec le professeur Michael parce que j'étais engagé sur autre chose. Maintenant, la vérité, je n'ai pas écouté sa présentation. Hein. Donc, un peu pour intervenir suite à ce qu'a dit M. le professeur Chnouf ou M. Ait Lemqaddam, et surtout ce qu'a dit à la fin M. Driss,
notre ami Driss de Marseille. Mais j'insisterai sur une chose, sur un aspect de la résistance de la langue amazigh. Ah oui. Ça, tout le monde est d'accord. Moi, bien que mes origines, je crois, sont amazighes, mais avec l'amazighité, il y avait seulement notre mère, la Rahma, qui avait un peu plus de liens que nous. Mais cette résistance de l'amazigh ou de la langue amazigh au niveau de l'Afrique du Nord, au niveau des populations amazighes de l'Afrique du Nord, et je poserai une petite question qui est plus aux chercheurs, plus à l'académicien qu'aux défenseurs de l'amazighité. Ma question est la suivante. On sait que le peuple amazigh adorait une multitude de dieux. Et ça a été repris dans pas mal de textes, pas mal d'ouvrages et tout ça. Maintenant, on parle de cette résistance de la langue. Qu'en est-il en comparaison avec la résistance, par exemple, à l'adoption de l'islam ou à l'adoption du Dieu unique en rapport avec la multitude de dieux qu'adoraient les Amazighs? Est-ce que ces adorations n'étaient vraiment pas basées sur quelque chose relatif à la personnalité de nos Amazighs, ou seulement la langue qui a pu résister? Donc, j'espère que vous avez compris un peu la nuance de ce que je veux soulever ici. Et j'aimerais bien, en tant que chercheur, si vous avez abordé cette thématique, ou par exemple, ou peut-être M. Chenouf ou les autres collègues peuvent nous éclairer un peu sur cet aspect. Et merci, chers collègues. Merci, c'est Abdelrahman. Alors, pour la multitude des dieux, c'est vrai, ça remonte très très loin, c'est anté-islamique, donc c'est avant les années 600-700 du calendrier chrétien. Et il n'y a pas tellement de travaux là-dessus. Il y a un certain Allemand qui s'appelle Frobenius qui a beaucoup travaillé sur le panthéon kabyle, et il y a toute une liste de dieux kabyles et tout ça. Malheureusement, dans les autres régions, je n'ai jamais entendu parler de ça dans l'Atlas, dans les régions que j'ai visitées. On parle que de l'islam et il n'est pas question de ces anciens dieux. Vous voyez, c'est tout ce que je peux dire. C'est quelque chose, ça appartient à un passé très lointain et non, ça n'a pas vraiment de signification dans le contexte actuel. Seulement, ce que je constate, c'est que les Amazighs ont opté pour l'islam vers les années 600-700, peut-être parce que ça leur convenait, c'était moins compliqué que la chrétienté. Pour eux, la chrétienté, c'était un peu compliqué, vous voyez. Donc, bon, l'islam, ça leur a convenu, et ils sont allés en Espagne et tout ça, et voilà. Très bien. Tout. Merci. Alors, je reviens vers la deuxième liste. Monsieur Goujrou, à vous la parole, puis Sechenouf. Ah, d'accord, très bien. Oui. Je poserai plutôt une question un petit peu personnelle à M. Michael en lui disant qu'est-ce qui vous a séduit le plus dans la culture amazigh? Moi, par exemple, je suis d'origine amazigh. D'ailleurs, mon nom, il est amazigh, Gozro. Mon père, berbère, ma mère est arabe. Je parle 4 langues, sauf le berbère, sauf Tachlhint. Moi, je suis un grand mélomane. Lorsque j'entends le chanteur Kabyle Idir, que vous connaissez certainement, il y a un Kabyle avec nous, Allah yarhamou. Moi, je suis beaucoup plus emporté par sa voix et par la mélodie, et je ne comprends pas les paroles. Et peut-être, tout d'abord, j'ai honte de ne pas parler berbère parce que j'ai des origines amazighs, mais j'ai toujours souhaité apprendre le kabyle, quoique je ne suis pas kabyle, parce que j'aime le chanteur Idir. Bon, qu'est-ce qui vous a séduit le plus?
Ces derniers temps, surtout on voit ça sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'Américains et d'Américaines qui sont séduits par la mazir, mais beaucoup plus sur le côté musical. Ils sont emportés par les rythmes, par la musique, etc. D'un autre côté, une petite question. Tout à l'heure, j'entendais qu'il y a la domination arabe, etc. Moi, je pose la question, M. Michael. Dans cette culture mazir, vous avez un penchant vers quelle culture mazir? Parce qu'il y a plusieurs cultures à mazir. Il y a le Tashlhit, Tarifit, Zayan, etc., etc. Il y a même parfois je dirais, certaines frictions entre ces cultures elles-mêmes. Il y a des phrases qui tournent comme ça dans la culture populaire, ce n'est pas la peine de les dire ici, mais au sein même de la culture amazigh, il y a des petites frictions. Bon, comment expliquez-vous ceci? Et une question un petit peu personnelle, sur quel penchant en termes de la culture amazigh vous avez? Merci. Merci Segouzelo. Alors, c'est une question à 3 étages au moins. Ce n'est pas une fusée à 3 étages, une question à 3 étages. Moi, je vais essayer d'y répondre. Ce qui m'a le plus plu, c'est la langue. Je trouve que la langue est très belle. Donc, qualité esthétique de la langue. Ensuite, les Berbères eux-mêmes sont des gens abordables. Vous voyez, ce sont des gens accueillants. On peut leur parler facilement. Moi, j'étais un produit des îles brumeuses de la Grande-Bretagne et de l'Écosse. J'étais un peu froid. J'ai appris à me dérider, à être un peu plus chaleureux. On apprend la chaleur humaine auprès des Amaziren. Et aussi, j'étais, selon les dogmes de Matthew Arnold, j'étais un barbare. Parce que la poésie, je détestais la poésie. Eh bien, les Amaziren m'ont fait apprécier la poésie. Donc, ce n'est pas des barbares, au contraire. De moi, le barbare, ils ont fait un être cultivé. Voilà. Et puis, il y avait une autre partie de votre question, mais je l'ai semée en cours de route. Ah oui, pour quelle composante de l'entité amazigh est-ce que j'opte? J'opte surtout pour tout ce qui est amazigh du Moyen Atlas, la Haute Moulouya, du Haut Atlas oriental, voilà. Imilchil, Tunfit, Boumia, etc., etc. Voilà. Très bien, très bien. Sichnouf. Micro. Micro à Sichnouf. C'est Ahmed. Vous m'entendez? Allez, c'est bon. Très bien. Donc, ce que je voulais ajouter rapidement par rapport à ce qu'a dit professeur Michael, mais aussi les interventions d'avant. J'ai trouvé les interventions très intéressantes. Les questions sont importantes. Les réponses, pas sûres. Donc, je ne réponds pas par une réponse, je réponds par une question. Ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'on parle du Maroc comme un pays arabe, bien sûr, de langue arabe, mais d'un point de vue historique. Et je parle sous le contrôle de tous les historiens qui interviennent. En 1722, il y a eu 750 000 cavaliers qui sont arrivés, Moulay Idriss, etc. Comment on peut dire que les Maghrébins sont des Arabes alors qu'il y a eu 750 000 personnes qui sont venues? D'accord, ils se sont mariés avec des femmes, Moulay Idriss, etc. Ok, génétiquement, c'est pas possible. Si on fait un calcul mathématique, je parle sous le contrôle de Sadek, mon ami El Hamadi, qui est un statisticien, qui est un matheux, calculons la probabilité pour que moi et que ceux qui sont intervenus soient d'origine arabe. Elle est de 0,0001 sur le plan génétique. Donc, il faut arrêter de raconter des histoires. Nous sommes berbères à pratiquement 99,99%. Donc, la culture arabe est une culture qui est arrivée. La culture arabo-musulmane est une culture qui est arrivée. C'est normal. On a été christianisé, on a été arabisé, etc. Donc, je ne reviens pas sur l'historique.
de la génétique, puisque les peuples berbères, et je pense que professeur Mekaël en conviendra, ce sont des peuples qui sont anté-islamiques, anté-arabes, par définition. Ça, j'aimerais bien qu'on me démontre le contraire. Maintenant, c'est sûr qu'on peut accepter que nous sommes de culture arabo-musulmane, je suis d'accord. OK. Maintenant, il reste une question à poser. Une question à poser. Est-ce que, sincèrement, le Maghreb, dans sa composition culturelle profonde, que Mikaël a étudiée, entre autres, est une composition arabo-musulmane? Je ne suis pas sûr du tout. Je suis convaincu que c'est une greffe qui ne tient pas, et ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas, pourquoi? Parce que il y a la mémoire historique, il y a la mémoire qui est transmise de génération en génération, qui vont faire en sorte que cette culture berbère arabe, elle va se réveiller. Et à un moment ou à un autre, elle va se révolter. C'est une certitude. Donc, il faut arrêter de se raconter des histoires. L'arabo-musulmanisme, c'est ce qui a été déterminé sur le plan étatique, politique, de manière dictatoriale. Et pour moi, est une hérésie. Et on est en train de tuer le peuple pour une raison simple, c'est qu'on lui impose ce qui est contraire à ses convictions. C'est la question que je pose à tout le monde. Est-ce que la culture berbère, finalement, n'est pas la solution à la libération des peuples du Maghreb? Voilà ma question, et pardon d'avoir été trop long. Merci, merci Sechnouf. Je cède la parole à Mekaël. Là, vous me posez une question. Patate chaude. Ah ouais, parce que, dis donc, là, c'est la patate chaude. C'est politico-religieux, religieux-politique et tutti quanti, là. Mais je reviens sur ce qu'on m'a dit tout à l'heure. On m'a dit que les Berbères, entre les composantes berbères, il y a des tiraillements. Oui, ça c'est exact, on a pu constater cela. Mais moi, mon approche est celui d'un fédérateur. Moi, je vois, c'est un ensemble. Aussi bien les gens qui parlent Talifite que les gens qui parlent Tachlhit et les gens qui parlent Tamazirt. Moi-même, quand je parle Tamazirt, je fais exprès de mettre des mots de Tachlhit dedans. Je mélange souvent les deux. Je trouve que c'est bien, il faut mélanger un peu. Et quand j'étais à Rabat à la fin de ma carrière et que j'enseignais la traduction de Tamazirt ou Tachlhit vers le français, j'ai constaté que mes étudiants de Rachidia, de Imtaghrun si vous préférez, qui étaient tamazirtophones, et mes étudiants qui étaient d'Agadir, ils se comprenaient très bien ensemble. Tout simplement parce que les gars de Rachidia, ils ont terminé leurs études à Agadir ou Marrakech. Vous voyez, donc, et ils arrivent très facilement à s'entendre. Il n'y a qu'avec les Rifins, c'était un petit peu plus difficile vers Talifite, d'accord. Par contre, il y avait toute une escouade de jeunes filles, 4 ou 5 jeunes filles de, comment ça s'appelle, dans le sud-est marocain, la dernière, l'Oasis, là, oh, ça y est, en fait, ils ont un parler un peu parler zénette, et ces filles ont étudié à Oujda. Oujda, elles ont rencontré des Rifins. Et au bout de 3 mois, elles parlent les Rifins, elles aussi. Vous voyez, on peut très bien, quand on connaît un parler amazigh, on peut passer à un autre parler amazigh. Maintenant, est-ce que tous ces parlers amazigh, c'est l'avenir du Maghreb? Je pense que oui. Mais moi, je vois ça dans un ensemble fédérateur. Je ne vois pas tellement une révolte dans tout ça. Je vois une action en profondeur, que les Amazighs du Maroc continuent à se prévaloir de leur marocanité. Timouzra et puis Tamrarabit. Voilà, Tamrarabit, la marocanité. Il faut pas. Moi, je suis plutôt dans la démarche du fédérateur que de l'éclatement. Non, pas l'éclatement. Fédérateur, voilà. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Mekaël. Moi, je vais un tout petit peu donner un autre sens. Là, je vais revirer un tout petit peu vers
la nouvelle année amazigh. Ah oui. Ça serait bien, à ce que vous nous dites, vu vos recherches, etc., est-ce que vous rapprochez la majorité de personnes sur ce nouvel an amazigh? À vous la parole. La question elle est posée aussi bien à Michael qu'à Youssef El-Mqaddem. À Sidris aussi, Boussaid. Écoutez, allez-y. Youssef, tu libères le micro. Micro. Réactiver le micro, c'est bon. C'est bon. Tu veux que je laisse peut-être Michael répondre d'abord? Ouais, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Écoute, c'est lui l'hôte de la soirée, donc on va le laisser répondre. Après, je dirai ce que je pense. Michael, tu veux répondre? Oui, ce que je vois dans l'immédiat, c'est qu'au Maroc, que les ONG continuent leur travail en profondeur pour aider matériellement les populations amazighes du bled amazigh profond, que pour ce qu'il y ait de l'amazirité, des productions amazighs, que l'IRCAM puisse continuer son œuvre. Vous savez que l'IRCAM va être inféodé à un ensemble sur les langues et cultures marocaines. Je crois qu'il y aura Fosra, il y aura Darija, il y aura Amazigh, il y aura aussi peut-être la culture hébraïque. Enfin, tout ça, c'est des composantes. Mais j'espère surtout que la composante IRCAM, Amazigh, pourra continuer son travail. Parce que je vous dis, ils totalisent déjà une quarantaine de titres sur leur catalogue et j'espère qu'ils vont pouvoir continuer à produire de nouveaux livres pour une plus grande sensibilité de la population marocaine pour la culture amazigh qui fait partie intégrante de son héritage historique. Voilà. Très bien. Monsieur Aït Mqaddem. Oui, tu as posé la question sur le nouvel an amazigh. Oui. Sur le nouvel an amazigh, en fait, ce que nous pensons du nouvel an amazigh. Mais avant de parler du nouvel an amazigh, je voudrais tout simplement aussi souligner un peu comme Michael que l'IRCAM a joué un rôle très important et que finalement, au bout de quelques années, l'IRCAM a pu faire en sorte que toutes ces variantes, donc Tashlahid, Tamazigh, Tarifit, soient homogénéisées, si vous voulez, dans une langue d'enseignement. Parce que, bon, on me dit, ouais, il y a des variantes, mais partout dans le monde, n'importe quelle langue a ses variantes. Même le français, quand on va dans le midi de la France, les gens qui commencent à apprendre le français, ils se demandent si ce n'est pas une autre langue que les gens parlent. Donc, l'arabe, c'est pareil. Quand on entend l'égyptien, par exemple, par rapport au marocain, par rapport au mauritanien, il y a de très, très grandes différences. Ce sont des variantes de la même langue. Mais il y a toujours un corps qui regroupe un peu toutes ces variantes. Et l'IRCAM a fait un travail extraordinaire de standardisation de l'amazigh. Et que maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que tous les gens qui vont aller à l'école et qui vont apprendre l'amazigh, ils vont pouvoir parler la même langue, qu'ils soient à Tanger, qu'ils soient à Gouirat ou qu'ils soient à Rachidia. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, bon, finalement, nous, la question ne se pose pas à nous en tant qu'adultes qui avions déjà raté un peu le cursus scolaire amazigh à l'école, mais ce qui nous intéresse, c'est les générations à venir. Et l'IRCAM travaille pour les générations à venir. C'est ça qui est très important. Et donc, je rends hommage à cet IRCAM, effectivement, qui a totalisé des milliers, pas uniquement 40 titres, et dans toutes les disciplines, hein, que ce soit en histoire, en art, en langue, en lexique, vocabulaire, la grammaire, etc. C'est vraiment énorme. Quand on va dans la bibliothèque de l'IRCAM, ce que l'IRCAM a pu produire, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un organe vraiment qu'on doit féliciter, mais vraiment d'une manière tout à fait remarquable. Ceci dit, on revient un peu à la question de Saad Razzaq. Il a parlé tout à l'heure du Nouvel An amazigh. Le Nouvel An amazigh est rattaché à deux entités très importantes. Il est rattaché à la culture amazigh d'abord,
parce que toute culture a, si vous voulez, quelque chose qui la magnifie, qui la rend importante à travers le temps. C'est dans la temporalité, le nouvel an amazigh souligne une certaine identité, il souligne une certaine culture, mais vraiment dans ses racines les plus profondes. Ça, d'un côté. D'un autre côté, on montre aussi que cette culture a quand même de l'histoire. Le nouvel an amazigh ne date pas d'hier. Quand on fête aujourd'hui 2971, ça n'est pas de la rigolade, c'est quand même quelque chose qui montre que cette culture a bravé les siècles et qu'elle est toujours là. Et c'est une culture homogène qui est véhiculée par ses variantes, mais c'est la même culture. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un parler de la culture rifane, de la culture souci de... Non, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de culture à travers les variantes. Les variantes véhiculent une façon de parler, véhiculent, si vous voulez, une variation linguistique, mais elles ne véhiculent pas une variation culturelle. La culture, elle est la même. Que le Bouislichn, je ne sais pas si vous connaissez le Bouislichn qui est célébré par exemple à Itbougmez, il est célébré aussi c'est une culture, c'est une manifestation. Il est célébré aussi chez les Goulmimi, à Goulmima. Vous voyez? Donc, toutes ces manifestations culturelles, elles appartiennent à ces entités et ces entités ne véhiculent qu'une seule et même culture. Quelqu'un a parlé tout à l'heure, il a dit il y a quand même beaucoup au niveau de la déité, c'est-à-dire des dieux. Il a dit, je ne sais pas si quelqu'un s'était intéressé à ça, mais paraît-il, les Berbères, ils avaient beaucoup de dieux. Mais les Berbères n'avaient pas beaucoup de dieux. Les Berbères, ils avaient une cosmogonie qui était liée à une croyance. Et cette cosmogonie a été construite à travers pas mal de religions. Les Berbères, ils étaient juifs d'abord, ils étaient chrétiens, et puis après, ils étaient musulmans. Mais les Berbères, ils avaient aussi leur propre religion qui était liée à la nature, qui était liée aux manifestations de la nature. Le maraboutisme, nous le vivons encore aujourd'hui. Et le maraboutisme qui est vécu aussi bien par ma mère Dieu, et qui a été vécu par ma mère Dieu et son âme, et qui se vit encore de nos jours aujourd'hui, ce maraboutisme, c'est le prolongement, si vous voulez, de ces croyances, de cette cosmogonie qui fait qu'on a un Dieu unique, mais autour de ce Dieu unique qui est le Créateur, toute la création, à travers tous les éléments de la création, on peut atteindre Dieu. Quand les Berbères voient se lever un beau soleil, ils arrêtent de moissonner, ils se mettent debout, et puis ils regardent ça et ils font leur prière. Ils ne prient pas le soleil, mais ils louent la création de Dieu, ils louent la puissance de Dieu qui transparaît à partir, si vous voulez, de tous ces éléments du monde, tous ces éléments de l'univers. Et c'est extraordinaire. Et je ne vois pas pourquoi on va s'opposer à ça. Les gens s'opposent à certaines choses parce qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, il faut que les gens comprennent. Il faut qu'on leur fasse comprendre. Voilà, donc c'est la réaction faite à ce genre de choses. Je voulais souligner tout ceci. Alors, merci. Historiquement, si tu permets, c'est Abdelrahman, est-ce que historiquement, on peut avoir une idée un peu sur l'année 1 amazigh? Il correspond exactement à quoi? Oui, l'année 1 amazigh, elle correspond tout simplement au moment où les Berbères en Égypte avaient pris le pouvoir. C'était la 21e dynastie. Et c'était à partir de ce moment-là qu'on avait commencé à écrire. Mais l'année 1 berbère aurait dû normalement être beaucoup avant ça, c'est-à-dire avant la 21e dynastie d'Égypte. Le problème qui est vraiment celui des Imazirs un peu dans le monde, c'est le problème de la lettre. La lettre, c'est-à-dire la lettre alphabétique. Ces gens-là n'avaient pas sophistiqué leur système d'écriture, ils ne nous l'avaient pas mis en expansion pour pouvoir écrire leur histoire et pour pouvoir la faire valoir aujourd'hui. C'est un peu ça. Hein. Sinon, normalement, les différentes gravures rupestres que l'on trouve et dans lesquelles il y a le tifinagh, ça date beaucoup plus que 3000 ans. Tout à fait. Alors, avant de donner la parole, c'est Abdelrahman, je donnerai la parole, c'est Goran, de
Toulouse, c'est ça, Gorin. Sehmo, notre artiste. Vas-y, tu libères le micro à Sehmo. Micro, Hmo. Oui. Voilà. C'est bon. Allez-y. C'est bon. Bonsoir d'abord à tout le monde et désolé pour le retard. Je tiens vraiment à remercier M. Mehmo pour cette conférence. Et désolé pour le retard pour une deuxième fois, j'avais des problèmes techniques. Ce que je tiens d'abord à me présenter pour notre prof Michael Perron. Moi, Goran, je suis un chanteur-musicien du moyen Atlas Khenifra, licencié en littérature arabe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais vraiment parler de ça, parce que l'œuvre de M. Perron, et qui s'appelait Safn Rbani, était ma référence pour mon mémoire de fin d'études aux années 2002, en partenariat avec et sous l'honneur de M. Dr Saïd Hanim. Et qui était le thème était la poésie amazigh entre hier et aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'étais la première fois quand j'ai commencé à chercher les références et les œuvres pour préparer mon mémoire, je suis tombé sur Michael Perron et Safn Rbani, Les rivières profondes. J'ai dit, ouais, c'est un Français qui a préparé vraiment un livre pour la culture berbère. J'ai dit, j'étais vraiment étonné. J'ai dit, ce monsieur, il a commencé aux années 70-80, c'est-à-dire après l'indépendance du Maroc. C'est ça. Donc, j'ai dit, peut-être, il appartient pas à la catégorie des orientalistes, comme Laoust, Polyte Calan et Delaporte. Les orientalistes, ils ont joué un autre rôle à l'époque. C'était de préparer le terrain aux autorités coloniales au Maroc et en Algérie et à la Tunisie. Donc, ce monsieur-là, il s'intéresse à la culture et à la poésie et à la littérature amazigh. C'était vraiment incroyable pour moi. J'ai vraiment... et c'est pour ça que je voulais vraiment poser la question à notre grand prof et à notre grand chercheur, M. Perron, savoir c'est quoi exactement la chose qui vous a poussé vraiment à aimer, c'est quoi vraiment le lien, la chose qui vous a poussé à aimer la chanson et la littérature amazigh. C'est quoi cette chose miracle qui a déclenché l'amour pour la chanson et amazigh? Et désolé si j'ai... Oui. Non, vous avez bien fait. D'accord. Eh bien, d'abord, je connaissais les ouvrages dont vous avez parlé, de Laoust notamment, qui dataient d'une époque révolue, vers les années 1920-1930. J'avais lu ces bouquins-là. Mais je me suis dit, il y a la scène poétique, la scène de l'oralité du Moyen Atlas et du Haut Atlas oriental, c'est devenu un terrain en friche. Il n'y a personne qui s'en occupe. Il faut s'en occuper, il faut aller voir, il faut chercher et sortir ce qui est là et la valoriser. Voilà. Et puis en même temps, je reviens à ce que vous n'étiez pas tout à l'heure quand j'ai dit que j'avais été attiré vers le Haut Atlas oriental, surtout la région de Tunfit, parce que, je ne sais pas, j'avais trouvé que ce pays était l'idéal. Il y avait des forêts, des rivières, des lacs, de hautes montagnes, des villages, des cultures, des gens accueillants. Enfin, et puis, je me suis lancé un défi. Je dis, il faut que tu apprennes la langue de ces gens-là. Puis voilà. Et je suis allé en avant à partir de là. Voilà. Très bien. Est-ce que je peux rajouter professeur.
Oui, merci, c'est Abdelzak. Non, juste pour répondre un peu à M. Haït Loukaddem. Moi, quand j'ai soulevé le problème de la multitude de dieux ou des croyances des Berbères et des Amazirs dans le Maghreb, c'était en liaison avec ce qu'on avait, ce qu'a dit M. Chentouf, ce qu'a dit M. Michael et vous-même concernant la résistance de la langue amazigh à l'arrivée arabo-islamique. Je ne conteste pas que les Amazirs puissent adorer une multitude de dieux ou quelque chose comme ça. Non, j'ai fait la liaison au sujet de la résistance. Pourquoi la langue a résisté et pourquoi la croyance n'a pas résisté? C'est ça ce que je voulais souligner. Et une autre question maintenant au professeur Michael, puisque j'y suis. Vous avez abordé tout ce qui concerne l'aspect culturel et surtout la poésie. Est-ce que vous êtes arrivé dans le territoire amazigh de l'Atlas oriental en tant qu'anthropologue? Non, pas du tout. Je suis devenu anthropologue par la force des choses. Je suis arrivé dans le territoire du Haut-Atlas oriental comme ce qu'on appelle ça un randonneur. Je me promenais. Voilà, j'étais randonneur. Je faisais l'ascension des sommets. Je les redescendais à ski. Et puis voilà. Mais je me suis piqué au jeu. Je me suis dit, je ne vais pas être le gars qui passe et qui repart. Et puis ça y est, c'est terminé. Je vais m'investir d'une façon humaine dans cette région, humaine et culturelle, voilà, pour faire simple. Vous saviez un peu les travaux de Montgomery Hart? Ah oui, Montgomery Hart est un très bon ami à moi, l'aïrhamou. Nous avons échangé des lettres jusqu'à pratiquement sa mort et je suis allé lui rendre visite en Espagne 2 fois. Oui, j'étais un bon ami à David Montgomery Hart, parfaitement. Merci. Très bien, donc on va donner la parole à Segouzrou. Une dernière question brève à Abdjli. Demain, oui. C'est Abdelzak, juste une petite question, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Bon, j'ai toujours remarqué, je continue à le remarquer, que les gens essaient de mettre en valeur encore plus la culture amazigh, ce qui est bien, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème qui me tracasse, c'est qu'en général, moi, j'ai remarqué que les gens font ça avec un certain fanatisme. Et à mon avis, ça, c'est un petit peu dangereux parce que la société marocaine, le Maroc, c'est pluriculturel, il y a plusieurs dimensions. Moi, j'ai l'impression que parfois, on essaie de valoriser la culture amazigh au point de la rendre, je dirais, une certaine suprématie. Et moi, je suis contre ça parce que le Maroc, il est pluriculturel, il a plusieurs dimensions. Donc, oui, valoriser la culture amazigh, mais pas avec fanatisme. Très bien. Ah, mais je suis tout à fait de votre avis, monsieur. Ma démarche n'a rien de fanatique. Je suis militant peut-être, je suis devenu par la force des choses militant, mais j'ai toujours prôné la fédération, que tout cela fasse partie d'un ensemble, voyez. Et j'ai toujours mis en avant Tamarabit. Voilà, j'ai toujours dit ça. Tamarabit, waha, Tamarabit. Bon, la culture d'Alija, la culture Tanjaouia, la culture, ce que vous voulez, mais Tamarabit, voilà. Très bien, merci. Cédric, on va clôturer avec vous. Donc, je vous donne la parole. Ouais, je vais parler un petit peu à propos du Nouvel An, puisque tu l'as soulevé, c'est Abdelzak, pour dire que il me semble que le Nouvel An amazigh a été reconnu en Algérie officiellement comme un Nouvel An de tous les Algériens, et que ce n'est pas le cas au Maroc. Ça me fait venir vers ce que Segouzrou disait, et beaucoup d'entre nous pensent la même chose. Effectivement, la langue et la culture amazigh ne doit pas être l'objet d'intérêt, d'inquiétude ou de jalousie d'une partie
des habitants du Maroc ou de l'Algérie ou de l'Afrique du Nord, il se trouve que nous sommes dans des situations où c'est cette langue-là et cette culture-là qui est la base sur laquelle les peuples se sont construits, et les langues qui sont parlées là la mettent de côté, et c'est ça qui la rend du coup revendicative et ce que tu appelles ces gouzrous fanatiques. Il faudrait qu'un jour on prenne conscience tous collectivement que c'est notre culture, c'est notre langue à tous, quelle que soit la langue maternelle qu'on parle, et que ça fait partie de notre héritage culturel dont il faut qu'on prenne jalousement soin pour le transmettre à nos enfants. C'est ce jour-là, si vous voulez, que tout sera apaisé, parce qu'effectivement, ce n'est pas une question de fanatisme, mais ce qu'on peut espérer, effectivement, c'est qu'un jour, on arrête d'être dans cette schizophrénie, on rejette ça comme si c'était secondaire, alors que, je ne veux pas être très long, mais je voulais parler de travaux qu'on est en train de faire avec Ahmadi et Ahmed sur un aspect de psycholinguistique. Et à un moment dans nos discussions, on réalise la violence de ce que ça constitue de faire nier à quelqu'un sa langue maternelle. Même de lui imposer à apprendre une autre langue et à marginaliser celle avec laquelle il est né. C'est d'une violence psychologique extrêmement grave, et donc il faut qu'on réalise que ce n'est pas seulement, on n'est pas juste en train de parler de mots et de la poésie et de la langue. Nous sommes en train de parler de la construction des êtres vivants, des humains qui véhiculent cette langue-là, et qu'à ce titre-là, c'est extrêmement important d'être vigilant pour qu'on laisse les enfants apprendre leur langue maternelle, et qu'on n'impose pas des langues, on apprenne des langues, bien sûr, aux enfants pour qu'ils soient multilinguistes, multilingues, mais il faut savoir que c'est extrêmement violent quand on touche aux langues maternelles. Ça touche à la construction de l'individu, et donc c'est à ce titre-là et à la personnalité. Voilà. S'il vous plaît, est-ce que je peux un petit peu terminer aussi par un petit morceau de chant? Oui. Avant de terminer sur le chant, est-ce que je peux ajouter, Abdelrazak, est-ce que je peux ajouter juste une petite chose? D'accord, pour rester dans l'ordre. Donc, c'est Rtouch, مع السيد المقدم, il y a C. Chenouf qui a demandé la parole avant. Soyez bref, parce qu'on ne veut pas abuser de la gentillesse de Michael. Donc, c'est Ahmed Chenouf, rapidement. Oui, en 30 secondes, je rejoins totalement ce qu'a dit Driss Boussaoud. Parfaitement, il a parfaitement résumé les travaux scientifiques sur lesquels beaucoup de chercheurs travaillent. Je rejoins aussi Abdelrahman. Je rejoins aussi la parole de Abdel Jalil, qui est inquiet de la division au niveau, et je le comprends tout à fait, linguistique. Je vais être très bref. C'est vrai, nous sommes tous des Marocains, nous avons des objectifs ensemble. Il n'y a pas de concurrence entre les Berbères, les arabophones et les berbérophones. Nous sommes des Marocains. Nous avons un défi qui nous attend. Quelle est la langue qu'on va édifier pour les générations futures? L'arabe classique, ça a été un échec. Peut-être Darija, comment? Ça, c'est une question qui est posée à tous, à vous tous, à vous tous. Quelle est la langue qu'on va demain enseigner aux étudiants, etc. Ça, c'est une question qui est quand même posée. On pourra faire, c'est Abdelrazak, tu pourras faire là-dessus un magnifique sujet sur quelle est la langue de demain. Voilà ce que je voulais dire. Mais pour revenir à Abdel Jalil, ne vous inquiétez pas, je vous vois, il n'y a pas d'animosité entre berbérophones et arabophones. Nous sommes tous des Marocains. Nous voulons une langue unifiée qui pourra permettre à tous les Marocains de bien étudier.
Voilà. Très bien, merci. J'arrête. Moi, je tiens à souligner, là je rebondis un peu sur ce qui a été dit par Sichnouf, c'est que nous sommes presque de la même génération pratiquement. Si vous avez suivi un tout petit peu l'évolution du Maghreb depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de tension comme avant. Parce qu'avant, il y avait le clivage. Aujourd'hui, on a tendance de ne plus avoir ce genre de problème. Donc, on est conscient. Et je rejoins Mikaël avec un mot que j'aime beaucoup, on est marocain. Et le marocain, c'est un amalgame, c'est une mosaïque et que tout le monde accepte de plus en plus. Et l'harmonie, elle est en train de prendre place. Youssef, je te donne la clôture. Mais avant, on a un Sertouche rapidement et je te laisse la parole en même temps tu clôtures avec. Sertouche, à vous la parole. Ah bon, et ça fait une question de Séoul. Séoul. Alors, je vais commencer. Bon, juste quelques petites remarques. Je vais poser à M. Michael Aouram. Derrière moi, je lis bien. Aouram, c'est un saint berbère. C'est la définition de David Hart. Je me demande qu'est-ce qu'un saint berbère. On va reprendre ici la notion justement Netsugouaz, parce qu'on dit Tsugouaz, c'est la fête du chant. Qu'est-ce que le chant? Bon, je ne veux pas revenir. Malheureusement, j'avais un problème technique, je n'ai pas pu participer. Alors, je vais vous chanter un petit morceau. C'est une femme, Yatayat Matot. Et de Sassif, il vient à côté de la rivière et puis il se rappelle de sa jeunesse. Voilà, les temps est né, الناس شوف ياسيف ورياد دات سفارة الناس شوف ياسيف ورياد دات سفارة ماني ممزري ماني يفاد ليستا سيغيسي يفاس alors c'est une semaouise avec il y a beaucoup de variantes sur ces semaouise الناس يد تفرق شوفاش نضوء هذا ما وزي يشنق يا أسيف يد تفرق voilà. Merci, Sertouche. Si Youssef. Merci beaucoup. Je vais voir si est-ce que le micro est activé. C'est bon. Voilà, donc c'est finalement magnifique. On a passé un moment très, très agréable. Ce que je voulais dire par rapport aux petites questions que j'ai retenues, les dernières, liées un peu au fanatisme et au problème linguistique au Maroc, deux choses sont très importantes. La première, c'est si on veut vraiment aider un peu l'amazigh et enlever donc, entre guillemets, ce qu'on appelle le fanatisme, c'est de donner à cet amazigh sa part. Sa part en quoi? Sa part au niveau de l'enseignement, parce qu'elle ne l'a pas encore, et pourtant on lui a promis énormément de choses, même dans la Constitution, et sa part aussi dans tout ce qui est médiatique. Si on a une dizaine de chaînes de télévision, on doit se poser la question, se dire, mais finalement, à l'amazigh, qu'est-ce qu'on a donné? Parce que c'est à travers les médias que l'on enseigne la langue. Et c'est à travers les médias que l'on apprend la langue. On avait fait l'expérience avec l'Égyptien, lorsque le Maroc avait commencé à montrer des films ou à, comment dire, à éditer des films. On prenait les films égyptiens, on les mettait à la télévision. Toutes nos filles et nos femmes parlaient l'égyptien. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas la même chose pour l'amazigh, puisqu'on est incapable finalement de former suffisamment de professeurs et d'enseignants, je veux dire de professeurs des écoles, d'enseignants en général, pour que l'amazigh finalement trouve sa place dans l'enseignement. Ces deux choses sont très très importantes pour promouvoir l'amazigh et lui donner tout simplement sa part dans tout ça. C'est l'enseignement et ce qui est médiatique, surtout ce qui est télévisuel. Ça d'un côté. D'un autre côté, l'amazigh
il ne faut pas le voir comme étant des variantes, non, il faut le voir comme étant une entité homogène qui, normalement, peut s'assumer, mais à condition qu'on lui en donne suffisamment de moyens. Voilà. Je ne vais pas trop m'étaler, donc je veux tout simplement remercier Michael d'avoir accepté de venir, parce que c'est toujours un plaisir d'abord d'être avec lui, c'est toujours un plaisir de parler avec lui, et c'est toujours un plaisir d'apprendre de lui cette humilité qu'il nous a toujours enseignée, parce que finalement, dans tout ça, l'être humain doit d'abord apprendre à être humble, il doit apprendre à être bon, il doit apprendre à faire attention aux autres et à les écouter. Et je crois que dans tout ça, Michael nous a beaucoup appris. Je voudrais remercier aussi Abdelrazak Mehmou, qui, mordicus, a finalement tenu à ce que vous vous regroupiez aujourd'hui. Donc, Michael lui-même et puis tous les participants, et vraiment tous les participants un peu de tous les pôles. Et je les félicite, je félicite ces participants-là, je vous félicite aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de civilité finalement dans cette soirée. Il y a eu beaucoup de respect les uns des autres. Et moi, je trouve que c'est vraiment fantastique. Et on doit normalement clôturer avec les petites choses que je viens de dire et qui forment une sorte de triplet. C'est l'humilité, la bonté et l'écoute de l'autre. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'ajouterai un quatrième à C. Youssef, شان يزلان de Michael. هذا خنينين. هذا سنين اخي Michael. La quatrième. Bon, alors Michael, je ne sais pas si tu connais celle-ci qui dit إيجاو مارك ديجي تايو جان سينيسان دايكر زيوفا لو ضيغ صانينو إيجاو مارك ديجي يا ماما 7 دور تاني جرال تجي يو ابن البروجر يا مايس إيجاو مارك ديجي يا ماما أسيف يحمل الثاني يقن يوسي أمزاز إجرانينو. Oui, je connais, tu en as... إن سودايا أتايا فيت إن سودايا أتايا فيت أتا مقارت اللي ديال العواري أتا هانسنت من مولا عمر هادي دياوسي خامن. Ah oui. Michael la connaît. Ah oui, ça c'est... ولينا أنت قلت كرامي سرسين سافوسنت. سي ديختن جاروت مشي الهالي مشي الدورة خطرورد أوتوموبيل سيخامن. Ça c'est très connu. Et puis وايدا سنينانيو قيختخمت أفل العواري غصب الرد تستعتق. Et puis dire de Gobrid, je suis parti errant sur le chemin. Dire de Gobrid, aoué rabramaneich, irremno smoun, toutin ziyi imtaoun. Très bien. عداني واليون. عداني واليون. ولا إذا الحال. Les amis, c'est un plaisir. Vous réunir. Peut-être qu'on donnerait un autre rendez-vous à Michael pour écouter cette poésie encore une fois. Donc, je vous remercie de ce moment agréable que vous partagez avec nous. Et oui, je vous remercie aussi. C'est un plaisir. Je remercie Sid Abdelrazak et puis tous ceux qui sont venus là. Je vous remercie, j'ai fait votre connaissance. Je vous assure que depuis le démarrage, parce que c'est le 61e débat, j'ai invité Youssef, c'est la première fois qu'il accroche. Ah d'accord. Ah non, mais lui, je donc, le connaissais il déjà. est de coutume d'applaudir à la fin du débat. Et je remercie tout le monde, c'est Gouzrou, professeur Ahmadi, c'est Aziz Aourar, qui est aussi l'architecte de cette soirée. C'est ça. Voilà, c'est grâce à lui d'ailleurs. Marzouki, c'est Agouran, c'est Youssef Fihri. Agouran, oui. Honneur, c'est Driss, le professeur Driss Boussoud, c'est le Gertili, c'est Mohamed Merrir, c'est Rtouch, c'est le Kbir, le Ghazi nous a aidé aussi pour réussir cette soirée. Voilà. C'est Ioub Farqan, c'est Oubrek Karim de Kenitra, le Moujahid, Aïtou Ammi, Mouhal Karmouni, je pense.
Si Mustafa, si Ibrahim Chara, notre grand ami, si Achi de Tanger, Isha de Washington, si Mustafa Bouassidi, Rim Bouali, marhaba, si Mohamed Hajji de Meknes, l'incontournable, Iman Briki, si Saïd Hanin, Hamzaoui, si l'Ayashi de Kaza, et si Haddash. Donc, merci encore une fois. Si j'ai raté quelqu'un, Ismahliya, donc si l'Amri aussi, le professeur l'Amri, c'est Driss Rabih. Et Fatima Bokhres aussi pour le... Madame Bokhres, nous la remercions aussi pour ce qu'il a fait. Et on aurait l'occasion de l'accueillir elle aussi dans notre débat. Donc, merci à vous tous. Merci, Mekaël. Merci, puis bonne soirée. Merci.